Bonsoir. De retour sur la mer zone. On va essayer de s'échapper de Puebla en pleurant malheureusement la disparition de notre cher Makowski. Terrible disparition. Et Gavilan, je suis branché depuis le moment qui t'indiquait juste à côté du compteur de viewers. Tu vois le nombre de viewers, bah juste à droite t'as un chrono qui défile. Bah, c'est à partir de là où je me suis branché. Voilà, voilà. Et donc on a bel et bien dépassé 50% du jeu, tout à fait. Eh bien c'est parti. Ça on en avait déjà lu. Quoique comptoir de Puebla, c'est pas certain. Si c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Euh... Sur la pause que j'avais faite, bah, il s'avère que il n'y a pas eu de sauvegarde juste avant. J'ai vu que j'allais perdre 7 ou 8 minutes, je sais plus. Mais c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, j'avais pas fait grand chose de plus. Je vais essayer d'accéder au puits par là. Ok. Ensuite, ça se trouve, je peux accéder au puits par derrière et je verrai quelque chose. Ah, ben voilà. Nous qui voulions descendre. Bon, tu dois peut-être accrocher d'abord avant de... Ouais, c'est peut-être un peu haut, j'avoue. Oui, tout à fait. Et non, t'as pas raté une session. C'est là normalement. Il me semble que t'étais là, hein. Oui, parce qu'il y avait le diable, il y avait Cyr, il y avait toi aussi. En fait, il y avait le garde qu'on avait devant nous au moment où je suis sorti, enfin où j'ai commencé la session actuelle, là, qui en fait a tiré sur Makowski à deux reprises avant de complètement regretter son geste. Et on avait appris que c'était un ancien indigène, paysan, qui avait été enrôlé de force dans l'armée d'Alvarez. Pardon, le micro était peut-être un peu loin. Je l'ai rapproché, tu me diras si c'est mieux. Du coup, ça ne parle pas ça, ce garde anciennement indigène, paysan, qui a été enrôlé de force? Et puis de toute façon, si t'étais là, parce que tu m'as vu m'échapper de la cellule avec justement le crochet et la jeep. Il y a quelque chose à mettre ici. Qu'est-ce que je pourrais avoir à lire? Tour de Puebla. Ah oui, c'est ça. Il me semble que ça, je l'avais lu juste avant d'arrêter la session. Ah non, non, on l'a pas vu. On a juste entendu de loin les coups de feu et quand on est arrivé dans le cimetière, il était plus là. Et ensuite, le gars nous a dit qu'il l'avait tué et qu'il regrettait, qu'il voulait pas. Voilà. Donc non, on ne voit pas la mort de Makowski. Manifeste de contrebande. 1932, commande livraison. Puebla à Floride. 5 caisses de tequila, 7 caisses de rhum, 2 caisses de tequila, 4 caisses de rhum. De Puebla à Louisiane, 3 caisses de tequila, 6 caisses de rhum. Et de Puebla à Floride, 4 caisses de tequila, 4 caisses de rhum. Je sais pas si c'était dans ce sens-là, mais
cas, ça fait transiter de l'alcool dans le coin. On peut remonter par là. Ok. Bon, et bien montons, hein. Ah, et on arrive dans la chapelle. D'accord. Pas mal. Oh! Il est pas encore mort. Ils m'ont accusé de vous avoir laissé rentrer dans le fort. Oh. Je crois qu'il est l'heure pour moi de rendre compte de mes fautes devant Dieu. Je n'ai pas de rancune envers ces soldats, vous savez. Je leur pardonne. C'est bien le moins que puisse faire un prêtre avant de mourir. Ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas en rapportant cet œuf à l'endroit d'où il vient que vous allez miraculeusement réussir à sauver ce pays. Cela aura peut-être une influence positive. Je l'espère. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. De garder espoir. Vous savez. Après, c'était pas tant pour sauver le pays, mais plus pour offrir une rédemption à, à Valenbois. Extrait du journal officiel d'Amerzone. Un décret du président Alvarez, publié au journal officiel d'Amerzone le 27 mai 1936, il instaure l'Église salvatrice et civilisatrice comme religion officielle d'État et se double de l'interdiction de toute religion païenne en vertu de l'unification du glorieux pays sous un seul et même étendard, celui de la modernité et du salut de l'âme de ses habitants. Qu'est-ce qu'on cherche? Registre paroissial. J'ai cru lire Morte de Yekumani, la mort de Yekumani.
1935, baptême, mariage et décès. 21 janvier, baptême de Rosa Diaz, fille de Joao Diaz et Maria Diaz Santos. 6 mars, mariage de Felipe et Isabella Munoz, née Pérez. 12 juin, décès de Víctor García, pneumonie. 28 juin, baptême de Antonio Martínez, fils de Maicon Martínez et Raquel Martínez. 3 septembre, décès de Pedro Enrique Benítez, fièvre jaune. Décès de Luisa Pérez, fièvre jaune. 18 septembre, décès de Yekoumani, patronyme inconnu, hémorragie obstétricale. Alors ça. 24 octobre, mariage de Miguel Pérez et Ana Carolina Pérez, née Lopez. 16 novembre, baptême de Javier Muñoz, fils de Felipe et Isabel Muñoz. 8 décembre, décès de Rosa Diaz, tuberculose. Ah bah c'est pas la joie. Je passe un paquet de choses, mais aucune joyeuse. Ça veut dire que le terme veut dire qu'elle est enceinte, qu'elle était enceinte. Valenbois il est parti en 34. Elle est morte en 35. Déplacement rapide. Ah super. Enfin super. Moi j'ai la carte maintenant. Alors. Religion d'Emerson. Extrait du journal officiel. Un article extrait du journal officiel d'Emerson qui instaure officiellement l'église comme religion officielle d'État. Le registre paroissial que j'ai trouvé à Puebla permet de dater la mort de Yekoumani à peu de temps après que Valenbois ait quitté la mer zone en volant l'œuf des grands oiseaux blancs, mais la cause du décès de la jeune femme reste ouverte à interprétation. En fouillant les galeries sous le puits asséché de Puebla, j'ai découvert qu'elles étaient utilisées lors de la prohibition américaine au début du XXe siècle, quand l'Amérique latine servait à la fois de base arrière et d'atelier pour la contrebande d'alcool. Entre son départ et le 18 septembre, il y a 9 mois. Dire ça. Donc là, on a le décès de Yekoumani le 18 septembre. Et Valenbois est parti. Il est parti quand? Il est parti quand? Est-ce que je vais avoir un moyen de retrouver cette date quelque part? Le truc c'est que le 18 septembre, c'est le 9e mois. Ça veut dire que il y aurait très peu de temps de disponible entre guillemets. Un portrait de Yekoumani en 1933.
de... Années 30. J'arriverai pas à retrouver la date. Je rentrais à Paris à l'automne 1934. Le billet retour, c'est le mien. Il est rentré à l'automne 34. Ça laisse plusieurs mois de... Ça laisse plusieurs mois de doute, mais en gros, c'est fin d'année 34, ouais. Donc ça colle à peu près. D'après la lettre qu'il m'a laissée, Alexandre Valenbois a entrepris dans les années 30 une expédition en Amazone, dont les aléas lui ont valu d'être recueilli par les Ovovolao, une tribu autochtone qui lui a sauvé la vie. C'est là qu'il a rencontré la jeune Nicoumani, celle qui deviendra son grand amour et son plus grand regret. Alors qu'il avait été abandonné par son guide en pleine jungle amazonienne dans les années 30, le jeune Alexandre Valenbois a été accueilli au sein du village Ovovolao, au pied des grandes chutes de l'Amazone. Malade et fortement affaibli, il a été confié aux bons soins d'une jeune membre de la tribu, Yekoumani. Tous deux sont tombés amoureux et Valenbois semble avoir décidé de rester indéfiniment auprès de la jeune femme et de sa tribu, jusqu'au jour où il a découvert que Yekoumani et les siens détenaient des secrets propices à faire progresser sa carrière de chercheur. Ses vieux rêves de gloire scientifique ont alors ressurgi. Valenbois a trahi la tribu, volant un objet inestimable pour leurs croyances et abandonnant derrière lui une Yekoumani au cœur brisé. De retour en Europe, personne n'a cru les récits de Valenbois qui est alors devenu la risée du monde scientifique, un revers ironique du destin, qui a valu au vieux professeur de vivre depuis reclus dans son phare, avec pour seule compagnie de vieux portraits de Yekoumani et le spectre de l'existence heureuse qu'il aurait pu mener à ses côtés s'il avait su laisser son orgueil de côté. D'après les éléments que j'ai trouvés au village de Puebla, Yekoumani est morte peu de temps après la fuite de Valenbois. Le père Makowski affirme qu'elle s'est laissée mourir de chagrin, mais le registre dans son église indique que ce décès pourrait être de nature obstétrique, une allusion toutefois à raturer. Simple erreur ou caviardage volontaire? J'imagine que nous ne le saurons jamais. Alors, obstétrique, il va falloir que je cherche ce que ça veut dire. Ouais, c'est lié aux grossesses, ok. Sans que je comprenne trop le sens réel. L'héritage des contrebandiers. Malgré des cultures et une histoire éloignées, il est généralement admis que le Cuba de Batista et l'Amazone avaient pour point commun de servir de base arrière de la mafia états-unienne au début du XXe siècle, notamment dans la gestion des casinos de leurs capitales respectives. Il en va de même pour le trafic d'alcool, et notamment de rhum, dont la contrebande pendant la prohibition nord-américaine a rempli les poches des fameux bootleggers et des organisations mafieuses qui ont géré les réseaux de distribution. En explorant l'ancien comptoir commercial de Puebla, je suis ainsi tombé sur une ancienne cage de contrebande datant de cette époque interlope.
Il semblerait que les trafiquants d'alors s'étaient approprié les galeries secrètes initialement creusées par les colons, lorsque Puebla était encore un fort utilisé par des conquistadors portugais désireux de se ménager des voies d'évasion lors des guerres coloniales. J'ai pu constater de mes propres yeux que ce trafic d'alcool a rayonné jusqu'à la côte en explorant l'île des échouées voisines, mais d'après un vieux manifeste que j'ai trouvé dans les souterrains de Puebla, les livraisons de cet alcool de contrebande visaient principalement les États-Unis, et tout particulièrement la Floride, véritable plaque tournante de ces trafics pendant la Prohibition. Prohibition qui a pris fin peu de temps avant l'arrivée au pouvoir d'Antonio Alvarez en Amazone. Il est intéressant de noter que si l'avènement du régime castriste à Cuba dans les années 50 a fortement nui aux intérêts mafieux, il n'en a pas été de même avec Alvarez en Amazone. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, il me reste plus que 1, 2, 3, 4 éléments à trouver. A Bibla Sagrada. Suis le regard de Jésus. Clé dissimulée. Le père Makowski s'est donné de la peine pour la cacher. Que peut-il bien ouvrir? Je pense aussi que c'est le coffre de l'hôtel. Et la clé de Makowski, t'inquiète pas, je l'ai pas oublié. Je l'ai déjà utilisé sur un espèce de coffret dans une de ces chambres, enfin dans une chambre à côté de l'église, à l'étage, sans grand succès. Donc si ça se trouve, la clé dissimulée c'est pour le coffre qui est en haut, et la clé de Makowski c'est pour cet hôtel-là. Ou pas. Donc j'ai encore quelque chose à trouver pour ouvrir le coffre en haut. Bah. Ah. Lettre de l'évêque d'Amerzone. Le 25 juillet 1934. Mon fils, j'ai reçu hier votre lettre datant du 10 septembre. Je suppose qu'elle a dû voyager à travers la jungle à dos de mulet. Décidément, ce pays a bien besoin d'être développé. Et je prie Dieu, bordel. Et je prie Dieu d'aider dans cette lourde tâche le nouveau président Alvarez, qui, me dit-on, compte parmi vos amis. On me rapporte que cet homme a de l'autorité et du pouvoir, une conception sévère, et qu'il entend bien s'en servir pour conduire l'Amazone Manu Militari vers les rivages de la modernité. Pourquoi à chaque fois je fais ça? Non mais à chaque fois que j'essaye de prendre l'arbre, ça me fait tourner la page. C'est comme un peu dommage ça. Les voies du ciel, nous le savons mon fils, sont impénétrables, et il nous faut croire que ce n'est pas sans raison que le doigt de Dieu s'est posé sur l'épaule de votre ami Antonio Alvarez, afin qu'il tire ce pays hors de la frange dans laquelle il croupit depuis trop longtemps. Nous l'y aiderons, bien sûr, à notre manière, en poursuivant inlassablement notre mission évangéliste et civilisatrice à travers la jungle et la montagne auprès des Indiens primitifs. À ce propos, je vous exhorte, mon fils, à combattre avec la plus grande détermination les croyances païennes dont ces sauvages ont l'esprit encombré.
Les affabulations mythologiques sur ces improbables oiseaux blancs et les rites qui s'y rattachent contribuent à maintenir les indigènes loin des voies du Seigneur. Je pense que ce monsieur Valenbois, en accordant quelques crédits à cette légende, vous rend un bien mauvais service. Vous seriez bien inspiré, mon fils, de vous éloigner de cet individu qui ne manquera pas, j'en suis sûr, à son retour en Europe, d'être la risée de la communauté scientifique. Je vous bénis, monseigneur Moretti, évêque d'Amerzone. Ok. Oh, coffre à 4 chiffres. Je sais pas, je me suis dit dans le doute. Il date de quand déjà la lettre? Ouais, non. Ok, donc il me manque ce code. On va retourner voir le coffre qu'il y a en haut. Oh là là, pauvre Makowski. Non, 1934 elle date. Jésus tombant sous la croix, Gustave Doré. Ok. On peut s'en servir après de l'épée ou... L'épée est décorative. Ah, ça veut dire non. Mais d'où peut-elle venir? On peut retourner en bas. Religion d'Amerzone. Lettre de l'évêque d'Amerzone. Une lettre que j'ai trouvée dans l'église de l'ancien comptoir commercial de Puebla. Elle a été rédigée par l'évêque d'Amerzone dans les années 40 et prouve que l'église locale a apporté un soutien sans réserve à l'émergence du régime d'Antonio Alvarez. Ah, on la possède, donc on devrait l'utiliser quelque part. On devrait l'utiliser quelque part. Presbytère, c'est là où je veux aller. C'est là où je veux aller. Ça j'ai déjà lu. Voilà, c'est ici. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? Quelque chose que je dois mettre dedans. Mais alors quoi? Je n'en sais rien. J'ai deux citations. 1 Jean 1,9. Et l'autre citation, elle me dit quoi?
14-6. Ouais, non. C'est pas une clé qu'il me faut, c'est une espèce d'épingle ou d'aiguille ou de scie cloche. En plus, j'ai quand même essayé au cas où la clé, mais non. D'ailleurs, en parlant de clé, je crois que la clé de l'hôtel, je l'ai plus carrément. Voilà, il me reste plus que la clé Makowski. Oh, j'ai le droit maintenant. En fait, j'avais déjà le droit avant. Peut-être 1914 du coup. Bon. 14, 88, 91. C'est les différentes dates qu'on peut essayer. C'est clairement un oiseau blanc. Et ça ressemble vraiment à une porte, mais je peux rien faire devant. Ah, j'en ai pas vu en tout cas. En tout cas, j'en ai pas vu de statue. « 14, 88, 91. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je voulais aller. Non, le coffre du presbytère il s'ouvre avec un code. 14. Non. 88. Non plus. 91. La mort de Hikomani, j'ai pas essayé, je crois. Toujours pas.
Je vais aller reparler aux gardes. Peut-être qu'ils pourront m'apprendre quelque chose de différent de la dernière fois. Décrit en 36. Ouais, bon, si j'essaie toutes les dates de 1900, je peux m'en sortir. Oui, oui, je me doute bien que c'est le truc du statut, genre quelqu'un qui a l'épée en main et tout. Bah c'est là en fait, j'avais oublié. C'est juste ici en fait. En repassant devant, ça m'est apparu comme un flash. Oh, et là je me fais embrocher par derrière. Oh, mon Dieu. Note d'une habitante de Puebla. Douglas. Ces chiens d'Alvarezopolis ont dû se servir au déchargement à l'aéroport. Les vivres qu'on espérait ont été remplacés dans les caisses du train. Ils doivent faire les beaux jours du marché noir à l'heure qu'il est. Avec l'effondrement du pont ferroviaire, on a perdu notre unique source de ravitaillement, et sans cette aide humanitaire, on ne tiendra pas le temps qu'il faudra pour le reconstruire. Pour se rendre à l'évidence, Douglas, c'est la fin de Puebla. Thaïs. Manifeste de cargaison. Départ du quai de chargement 40191. Arrivée pour déchargement 160291. Description du cargo. Aide alimentaire. Origine du chargement. Miami, États-Unis. Quai de chargement. Transfert. Alvarez-Police, Amerzone. Site de déchargement. Puebla, Amerzone. Riz complet. Ah oui, c'est du riz bien complet, hein. Il est riche en fait en riz, hein, d'ailleurs. Les vivres ont été volés et grossièrement remplacés par de la quincaillerie. Fourniture médicale. Fouillé, RAS. Ouais, RAS, ouais. Super. Oh, 2. Aide humanitaire détournée. Des mois durant, le régime d'Antonio Alvarez a annoncé en grande pompe l'arrivée prochaine de stocks d'aide humanitaire internationale à Puebla. Mais j'ai découvert qu'elle a en réalité été détournée en chemin, très certainement lors de son transfert à Alvarezópolis, la capitale du pays. Une preuve supplémentaire de la corruption endémique du régime. En explorant l'ancien comptoir commercial de Puebla en Amazone, j'ai découvert le destin tragique de l'une de ses anciennes habitantes, la petite Gisela Mendes. Une histoire édifiante en creux qui révèle en creux les ravages et les contradictions internes au régime dictatorial d'Antonio Alvarez. Révélé en creux, ça je comprends pas. La petite Gisela Mendes était malade. Les pénuries, le manque d'accès aux soins, autant de carences dont son père, Joao, fervent supporter du régime, semblait convaincu qu'elle disparaîtrait grâce à la marche forcée vers le progrès, initiée par la dictature. Une conviction qui opposait Joao à sa femme, davantage tournée vers les traditions de son héritage autochtone, celle-là même qu'Antonio Alvarez cherche à écraser depuis sa prise de pouvoir. Or, mes investigations révèlent que quelqu'un, sans doute un proche du régime, a détourné à son propre profit l'aide humanitaire destinée à Puebla, des vivres et des médicaments qui auraient pu contribuer à sauver la petite Isla, finalement venue gonfler la sinistre cohorte des martyrs ordinaires du régime. De la petite disparue, il ne reste aujourd'hui qu'une tombe mal entretenue du cimetière de Puebla, avec une peluche d'oiseau blanc d'Amazon oubliée dessus, une image qui hante.
Est-ce la mère de Gisela qui a laissé ici cette représentation interdite comme un hommage à leurs origines autochtones? Ou est-ce le symbole de la désillusion du père de Gisela, une provocation amère contre ce régime auquel il a tant cru, et qui lui a finalement volé sa fille avec une cruelle indifférence? Entre les lignes, ok. Pénurie mortifère. L'aide humanitaire fantôme. Le régime d'Antonio Alvarez semble avoir promis de partager avec Puebla une partie de l'importante pardon, aide humanitaire reçue par le pays pour pallier ses nombreuses pénuries. Hélas, cette aide a disparu quelque part en chemin, sans doute victime de la corruption endémique qui gangrène le pays. Pénurie mortifère. Ancien bastion des conquistadors européens, puis comptoir commercial florissant, la forteresse de Puebla a une histoire très riche et une certaine importance stratégique, à la fois parce qu'elle borde la mer Zone, mais aussi par sa proximité avec la frontière atlantique du pays éponyme. C'est pourtant un village désolé que j'ai trouvé en arrivant à Puebla, avec pour dernier habitant le révérend père David Makowski, l'un des compagnons de voyage de Valenbois lors de son expédition ici, en Emerzone, il y a plus de 6 décennies. Un vieillard vivant désormais en ermite au milieu de ses remords, et qui n'avait plus l'énergie d'assurer le minimum d'entretien nécessaire au village. La raison de cette désolation est désespérément simple. Les politiques économiques du régime d'Antonio Alvarez ont provoqué la multiplication de pénuries en Amazone. Médicaments, vivres. Les habitants de Puebla, comme sans doute ceux du reste du pays, manquaient de tout. Ils ont été progressivement contraints à l'exode, le plus souvent vers la capitale, déjà bondée du pays, Alvarezopolis, là où la proximité avec les cercles du pouvoir laissait d'espérer un meilleur accès aux ressources fondamentales. Conclusion tragique. Quelques irréductibles habitants de Puebla semblent avoir attendu jusqu'au bout la petite partie de l'aide internationale dédiée à la mer Zone que les autorités avaient promis de partager avec eux. Mais le train qui devait livrer ces vivres a provoqué l'effondrement du pont ferroviaire voisin. Au péril de leur vie, les habitants ont réussi à accéder à l'épave, pour découvrir que l'aide humanitaire promise avait été remplacée par de vulgaires pièces de quincaillerie. Quelqu'un, très certainement lors du transit de cette aide par Alvarezopolis, s'est servi en route, condamnant définitivement le village de Puebla à la désolation. Oui, éponyme du même nom, ça je connaissais. Merci. Ouais, c'est vraiment chacun pour sa poire sauf qui peut et vous tous crevez, moi je vis. C'est si triste de ne pas pouvoir explorer chaque centimètre carré. Oh! Mais si ce cimetière est un véritable gruyère. Bon, le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup plus avancé sur comment ouvrir le coffre à code, ni celui à clé étrange. Est-ce que j'aurais raté un élément? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, toi? Parle! T'as coupé. C'est pas le moment de lui voler son gun? Non, on n'a pas le droit. J'avais déjà prise. J'avais déjà lu. Est-ce que j'aurais oublié un truc par là-bas?
J'ai pas vu ça. Lettre d'une sœur inquiète. Ma chérie, pourquoi n'as-tu pas répondu à ma dernière lettre? Tu sais pourtant que je n'aime pas rester sans nouvelles. Tu vis si loin de tout. Je n'entends parler de Puebla que lorsqu'une tragédie frappe le village. Je t'en supplie, réfléchis à ma proposition. Nous pouvons te faire de la place chez nous. Augusto est d'accord, et les enfants seraient ravis de voir leur tante. Ils étaient si jeunes la dernière fois que nous nous sommes vus. Tu serais étonné de voir à quel point ils ont grandi. Alors promets-moi d'y réfléchir. Je serai rassuré de te savoir à Alvarez-Police, près de moi, et non pas perdu au milieu de la jungle, avec ces horribles soldats qui rôdent dans les alentours et tirent sur tout ce qui bouge, en espérant avoir de tes nouvelles. Ta sœur qui t'aime, Giovanna. Ok, je l'avais pas lu ça, je crois. Oh, ça c'est sûr, je l'avais pas vu. Note d'un disparu. 2. Mes recherches sur la figure du serpent dans les religions et cultures d'Amérique latine m'ont mené à ce pays encore largement méconnu, l'Amazone. Arpenter son immense fleuve qui serpente, à travers la jungle me menait ici, à Puebla. Il était temps. J'étais presque à court de vivres et de papier à écrire. Le jeu en valait la chandelle. J'ai compilé au cours de mes diverses rencontres des informations fascinantes, les rares habitants des environs se déridant dès lors qu'il s'agit de me raconter les légendes de leur tribu. La plupart me semblent hériter de la mythologie précolombienne, notamment la figure récurrente du serpent, créateur et destructeur du monde, symbole ambivalent, autour aussi protecteur que dévastateur. Un marchand qui remonte le fleuve pour faire la tournée des rares villages du coin m'a parlé de Boitata, un serpent de feu qui, paradoxalement, parcourait les champs pour les protéger des incendiaires potentiels et vivrait dans l'eau. On m'a aussi rapporté l'histoire de Boiuna, le serpent qui garde les fleuves, un des 5 génies que Rassi, la lune, commanderait. Il serait le maître absolu de toutes les eaux, mer ou étang, rivière ou lac. Un mauvais esprit qui dévorerait les animaux, ferait chavirer les pirogues et rendrait les enfants idiots. La légende affirme que si l'on voit la nuit 2 yeux flotter au loin sur l'eau, ce sont ceux de Boiuna. Une vieille guérisseuse m'a aussi parlé de son grand-père, dont elle affirme qu'il se déplaçait enroulé dans une peau d'anaconda et pouvait rester plusieurs jours immergé dans les eaux de la Merzone. À sa mort, il aurait été enchanté, Encanto, devenant un être ambivalent, un lien entre le monde divin et celui des hommes. La vieille guérisseuse m'a affirmé qu'elle-même pouvait parler aux serpents et calmer les moussons diluviennes qui s'abattent sur la jungle lors de la saison des pluies. Elle a ensuite fait la démonstration de ses pouvoirs de guérisseuse sur ma personne, appliquant un étrange onguent sur une vilaine coupure que j'ai récoltée lors de mes pérégrinations. Lorsque je lui ai demandé les compositions de ce baume, elle est restée assez vague, sans doute pour protéger un secret centenaire légué par son grand-père. Fait placebo ou pas, j'ai moins mal aujourd'hui. Bon, je pensais que je trouverais quelque chose d'important, mais en tout cas j'ai trouvé apparemment le dernier document. Ah non, note de recherche. J'ai découvert les notes éparses d'un jeune chercheur étranger que ses recherches ont mené en Amazone et poussé à braver la fermeture des frontières du pays. Ah. Je vais essayer un truc.
J'ai eu l'idée à un moment donné et je l'ai exploité comme de la merde. Il y a Jésus qui regarde dans une direction et il regarde un ange qui a trois ronds autour de lui, là-bas en dessous, et il pointe avec son doigt euh, un autre ange qui lui en a quatre. On voit sur un autre angle qu'il en a quatre. Et celui-là, il pointe celui qui est juste ici, qu'il y en a que deux, en bas, en haut. Et lui, il pointe l'ange qui est là-bas, tout en haut, qu'il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 4, 6. Absolument aucun fucking rapport avec les animaux, trucs qui est sur le bureau ou je sais pas quoi. La maison du chef du village. Absolument aucun rapport. Et du coup, le code que tu avais, toi, dans la solution que tu as trouvée sur internet, c'était quoi? C'était ça? 3, 2, 4, 6? Ah, celui-là, il m'a détruit ça. 3, 4, 2, 6, oui, pardon. Et je sais pas, on s'arrête là? Hein? Fin du stream? Ouais, voilà, la pièce qui nous manque pour ouvrir le coffre du presbytère. Soigneusement dissimulé par le père Makowski. Mais pourquoi faire? Oh! Pourquoi mon perso il bouge tout seul? Ok, non, c'est bon. Ah, vraiment, cette énigme, elle m'a. Elle est pas mauvaise. Elle est pas spécialement si compliquée que ça. Tout était donné par le jeu. Mais. Ouais, elle est. En fait, c'est là où tu comprends. C'est là où tu comprends pour quelles raisons certains développeurs dans les RPG d'aujourd'hui ont accentué de fou le fait de faire ressortir certains éléments du décor pour être sûr que le joueur ne le confond pas justement qu'un élément du décor et sache que c'est un élément sur lequel il peut interagir. Par exemple, le fait de peindre une échelle initialement noire en jaune pour faire comprendre au joueur qu'il peut prendre l'échelle. Bah là, comme ça n'a pas été le cas, bah du coup, voilà quoi. Mon cher David, tu dois sûrement te demander ce qui m'a motivé à te contacter après plusieurs décennies de silence. Alors, autant te le dire d'emblée. Je compte revenir en Emerzone pour essayer de réparer ce qui peut encore l'être. Tu constateras que j'ai joint à cette lettre une disquette de secours. Il s'agit de données cruciales au bon déroulé de mon voyage, que j'ai envoyé à quelques personnes de confiance telles que toi, dans la perspective où il arriverait quelque chose aux disquettes originales. Je te supplie, au nom de notre ancienne amitié, de mettre cette disquette à l'abri d'Antonio et de ses laquais en attendant mon arrivée. Je me réjouis de te revoir. Ton vieil ami Alexandre Valenbois. La fameuse disquette. Le mode glisseur, pratique pour continuer de remonter le fleuve. C'est le mode voilier mais à moteur. Bon et du coup, avec la vidéo du gars, où j'ai juste entrevu sa façon de commencer à résoudre l'énigme, je me suis entre guillemets un peu spoilé un truc. Mais c'est genre, on va le voir là maintenant.
Et j'ai plus le droit de me téléporter rapidement. Intéressant. Et j'ai toujours pas le dernier élément de religion. Élément d'enquête du comptoir de Puebla. Est-ce que ça va me donner des indications au moment où je vais voir l'info au bout devant mon nez? Là, je fais rien. Bernardès? Vous êtes où? Barros? Vous m'entendez? Toujours pas de nouvelles? Non, lieutenant. Et ils ne répondent pas à la radio non plus. Peut-être qu'ils sont déjà repartis. Ou qui sont pas encore arrivés? Allez savoir avec Bernardès. Surtout s'il a croisé la route d'une bouteille de cachaça. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On attend que Bernardès et Barros se pointent et on reste sur nos gardes. L'intrus n'est peut-être pas loin. Et donc maintenant, on sait que c'est à ça que ça sert d'avoir tout ouvert. Dites, Sylva. Est-ce que je peux vous parler franchement? Bien sûr, lieutenant. Bon. Vous trouvez pas étrange que le président Alvarez passe autant de temps dans les marais? Peut-être oui, mais le président Alvarez est le guide suprême. Il peut bien faire ce qu'il veut. Bien sûr. Mais il se rend quand même dans les marais de plus en plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est bizarre. Je n'en ai aucune idée. Bon, écoutez, oubliez ça. C'est rien, j'imagine. Mais si ça vous tracasse, ça ne peut pas être rien. Et pour ma part, je trouve ça bizarre qu'il soit aussi obsédé par cet intrus. Voilà, exactement. Et pourquoi ce type tout particulièrement? N'importe quel intrus devrait représenter une menace. Eh ben, le président Alvarez n'est plus de toute première jeunesse. Vous croyez qu'il pourrait devenir sénile? Franchement, non. Je pense pas. Il m'a l'air d'avoir toute sa tête pendant ses discours. Et quand on y pense, il nous a bien prévenu que le moindre intrus qui franchirait la frontière pourrait engendrer un chaos complet. Et qu'on devait protéger nos idéaux et nos valeurs. Peut-être qu'il pensait à quelqu'un en particulier. Tout ça aurait un lien avec l'intrus qui a violé la frontière aujourd'hui. Peut-être, mais nous n'avons pas accès à ces infos, donc... Bon, Sylva, promettez-moi que cette conversation restera entre nous, c'est d'accord? Bien sûr. Jamais je n'envisagerais de trahir votre confiance, Maria. Enfin, je voulais dire... Oui, lieutenant. Il faut rester concentré, soldat. Oui, lieutenant. Oh, c'est ça qui me manquait, enfin je crois. Ah bah non. Ragot de la troupe. J'ai surpris une conversation entre deux militaires d'Amerzone. Ils colportaient une rumeur prétendant que le dictateur Alvarez se rendrait de plus en plus souvent dans les marais d'Amerzone et s'interrogeait à demi-mot sur sa santé mentale. Pourtant, j'étais persuadé que cet endroit, c'était élément d'enquête à trouver ailleurs. Bon, donc il manque toujours ça. Euh... Mais qu'est-ce que c'est que cet engin, d'abord? Ici.
C'est à moi. Hydraflo. C'est un avion? C'est un bateau? Et quoi d'autre encore? Aucune idée, Marie. Lieutenant. Bon, pour le dernier document, Ça comme m'a l'air d'une véritable usine à gaz. on a bien galéré pour Quand même. l'énigme, je vais je vais me remettre ça. Parce que j'ai déjà interagi avec tout. Donc, je vais juste trouver mon dernier document. Il a et réussi après, à je me violer nos frontières. On devrait le faire sauter. Par acquis de conscience. Je dois dire que j'apprécie votre esprit d'initiative, mais nous devons attendre les ordres officiels du commandement. Oui, lieutenant. Sans compter qu'on est toujours sans nouvelles de Bernardès et Barros. Laissons-leur encore quelques minutes. Bon, ils veulent faire sauter mon engin. J'apprécie pas trop l'idée, mais je peux comprendre leur façon de penser. Bon, j'ai rien raté ici, on est d'accord. J'ai rien raté ici non plus, semblerait-il. J'ai vu. Ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Ouais, il manque rien ici non plus. Ouais, ça va au moins avec le bouton, je sais si j'ai manqué quelque chose ou pas. Ça, j'ai déjà vu, sortir, déjà vu. Déjà vu, 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 vu. Dans le monde. Il y avait ce document? Ah, mais c'est celui que je viens de trouver dans le... Je suis désolé, on refait encore un tour pour rien, j'ai l'impression, mais... Je vais être sûr d'avoir rien raté. Et de pas être prise de pas être pris dans une cinématique où je peux pas faire de voyage en retour.
suis déjà fait avoir avec la radio, c'est bon. Tiens, par exemple, je pouvais aller par ici. Est-ce qu'il y a une interaction que j'ai pas vue? Ah non, je pouvais effectivement rien faire. Ok, tout va bien alors. Donc ici on pouvait juste regarder et puis c'est tout quoi. C'est... Ok. Bon bah maintenant, direction cimetière. Hein. Et là, en gros, qu'est-ce qui se passe si jamais je vais là-bas? Est-ce que je me fais choper ou est-ce que mon personnage il me dit de pas y aller? Ah, je peux observer. Ok. Bon bah je pense que j'ai rien raté apparemment. Donc ah, pff. Bon bah c'est parti hein. Bernardès, Barros, ici le lieutenant Campos, vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Lieutenant. Et s'ils avaient déserté? Impossible d'être catégorique, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Remontez dans la Jeep, Silva. Il faut partir à leur recherche et les retrouver. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'intrus? Et s'il revenait? Où voulez-vous qu'il aille, vu l'état de la rivière? Venez. Est-ce qu'ils auraient pas laissé un petit élément là-bas pour que je puisse fouiller? Apparemment. Je peux réouvrir la porte? Incroyable. Bon, on va y aller. Hein. Tant pis, j'aurai pas le dernier objet. Alors il est ici. Genre sur le ponton. Bon bah tant pis. Je sais pas du tout où il est. Pourtant j'ai vraiment tout fouillé à 100%.
pensais qu'il fallait le faire. Pourquoi pas. Oui, radio. Radio. Mais pas de radio. Je suis encore à la recherche d'un document. Je sais pas quoi qui... Oh! J'ai conservé ça. Incroyable. Ah! Combinaison de plongée. Je suis censé pouvoir voir un truc, mais je vois rien. Bah. Alors je sais pas ce que je suis censé pouvoir voir, mais je le vois pas du tout. Dans ça, c'est tous les documents que j'ai déjà pu voir, hein. Par contre, étrange la combinaison de plongée que je suis censé pouvoir observer, mais que je peux pas observer. Très bizarre. Bon bah on y va, hein. Un peu dégoûté, mais... Un voyage de retour programmé. Du coup, je peux dire adieu à la religion de la mer zone. À mon élément d'enquête du contour de Puebla.
Non, j'ai pas coupé. Je suis en train de voir si je peux pas trouver où se trouve le premier élément d'enquête qui me manque. Le truc, c'est que même s'il me dit où le trouver, j'ai déjà tout exploré. J'aurais pas vu ça. Bah non, je l'ai vu justement.
Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Pas convaincu, mais c'est pas bête. Je vais essayer. Elle était où déjà la porte verrouillée? J'ai encore oublié. Là? Non. Je peux encore une fois que observer. Ah. Propagande religieuse, lettre de l'évêque, extrait du journal officiel. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ça me fait chier, mais tant pis quand même. On va pas s'éterniser une dizaine de milliards d'années. On va y aller, hein. On va y aller, on va y aller. Peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour je referai le jeu uniquement pour avoir tous ces documents. Pour avoir un achievement spécifique. Allons-nous-en, allons-y, c'est parti. Le fameux pont qui s'est effondré avec le train qui était censé délivrer les médicaments. Pas de soucis, on va aller dormir. Tonton Pouce, l'intrus, il a assassiné le vieux prêtre du fort, et puis il nous a attaqués. Et il m'a pris en traître, sûrement avec du vaudou indien. Varro s'est complètement traumatisé. Ce salopard est sans pitié, il s'enfuit par le fleuve, je dirais. Bien reçu, Bernardès. Revenez à la base avec Barros. L'intrus doit être loin à l'heure qu'il est. L'agent, il s'occupera de lui régler son sort. Terminé. Vive les forces de l'ordre.
diriger les voies pour reprendre la route. Bon. C'est un peu étouffé. Bon, bah, sur ce, moi je vais m'arrêter là. Ce live était très long. Vraiment désolé d'avoir passé autant de temps sur cette énigme. Alors qu'entre guillemets j'aurais pu trouver bien plus rapidement comment la passer. Et de la même manière, désolé pour le dernier tour de village pour essayer de trouver ce document que j'ai finalement pas trouvé. Voilà, on a perdu au moins 1 heure entière je pense là-dessus. Donc voilà, encore désolé. Ça nous a pas empêché d'avancer. On est là, aux portes du marais, voire même peut-être dans le marais. Prochaine session, nous essaierons de passer ces... Comment il appelle ça déjà? Les hippopotamus? Non, je suis pas sûr. On va les appeler comme chez nous, les hippopotames. Voilà, tout simplement. Sur ce, merci de m'avoir regardé jusque là, merci de m'avoir suivi tout du long. Merci d'avance pour suivre les prochains épisodes. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, dormez bien, mangez bien, reposez-vous bien et puis à la prochaine, bye bye.